donc 18h33 et nous ouvrons la séance du conseil municipal. On va commencer par faire l'appel pour nous assurer du quorum. Comme vous le savez, il faut que nous soyons 10 élus municipaux pour pouvoir assurer le quorum et donc pouvoir tenir la séance. Alors je commence. Donc Justin Arnaud est absent. Amandine Boutan, présente. Romain Coquille, Présent. Abraham Chivalet, Présent. Céline Chrétien-Navilla, Présente. Elisabeth Darac, Présent. Manuel Davio est absent et a donné pouvoir à Céline Chrétien-Navilla. Stéphane Deneux, Présent. Noélie Dulaurier, absente. Sophie Dupéron, pardon. Présent. Sophie Dupéron, présente. Sonia Guillory-Labuzan, présente. Maxime Larondel est absent et m'a donné pouvoir. Catherine Ledagre est absente et a donné pouvoir à Sophie Dupéron. Vanessa Leroy, Oui. présente. Rose Pézère-Afonso, présente. Sonia Rabot est absente et a donné pouvoir à Sonia Guillory-Labuzan. Sophie Aric est absente. Christophe Trottin est absent et a donné pouvoir à Vanessa Leroy. Ouais. Et enfin, Samir Youssouf Ibrahim est absent et a donné pouvoir à Amandine Boutan. Oui. Donc, on en conclut qu'il y a 10 conseillers physiquement présents, 6 conseillers excusés ayant donné pouvoir et 3 conseillers absents. Et donc, le quorum est atteint. Et on peut donc tenir la séance. Je propose de nommer la secrétaire de séance, parce que, voilà, notre traditionnelle Sonia Guillory nous vient être notre secrétaire de séance. On peut faire passer le procès-verbal de la précédente séance. Et donc, signer. Alors habituellement je tiens un discours, mais d'abord c'est un conseil petit d'affaires courantes, alors de plus en plus parce qu'on est en train de clôturer un mandat, donc vous allez le découvrir, il y a beaucoup d'affaires courantes et urgentes pour la plupart. Voilà, et comme on est effectivement à la veille d'élections municipales, je me garderai d'avoir un discours plus politique qu'il n'en faut. Je parlerai peut-être juste des agendas. De l'agenda, il n'y a pas grand-chose si ce n'est le repas des aînés, samedi. Voilà. Et certainement le théâtre Vapeur le 7 mars. Et oui, c'est vrai. Et le théâtre Vapeur le 8 mars. Non, C'est le soir. Ah bon, finalement, c'est samedi soir. Je ne sais pas ce qu'on avait dit. On avait dit la journée. Alors attendez, on va se mettre d'accord. C'est le 7 ou le 8, enfin, peu importe. Je crois que c'était 8 mars pour que ça colle avec la journée des droits de la femme. C'est le 8 mars. Ah, c'est le dimanche, c'est le 8. Bon, bah, écoutez, on va C'est le week-end, c'est ce ce week-end-là. Voilà. Bien sûr. Voilà. Bien, alors vous avez pu aussi constater les décisions prises par Madame la maire par délégation de vous-même, cher conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques autour des décisions? J'ai bien dit décisions, je ne sais pas. Autour de cette liste de décisions, qui sont donc tous les documents signés par moi-même, mais au nom des délégations que vous m'avez données, que ce soit des devis, des marchés, des tarifications, des conventions. Voilà, pour le coup, il n'y a pas de convention, surtout des marchés publics. Voilà, rien de particulier, si ce n'est encore une fois ce qu'il faut pour faire fonctionner une commune. On va commencer tout de suite par l'affaire numéro 1, qui est la validation de la rétrocession des espaces communs de compétences communales du lotissement Bacchus, donc à la commune. C'est une rétrocession du lotissement Bacchus à la commune. Histoire qui date, hein, franchement, c'est pas comme si, je crois que le lotissement Bacchus a dû discuter avec pas seulement notre municipalité, mais même les municipalités antérieures. Et voilà, il a fallu un peu justement nous faire accompagner parce que c'est un cadre très particulier et juridique. Donc ça a mis du temps, mais je crois que c'est, on peut le dire, peut-être la première rétrocession en bonne et due forme que cette commune connaît. Donc on est ravis d'avoir travaillé ça avec le lotissement. Et donc je vais passer la parole à Stéphane Deneux qui a travaillé ce sujet avec le lotissement. Alors, pour revenir un petit peu dans le contexte, le 10 juillet 2024, on avait voté l'instauration d'une procédure de rétrocession des parties communes
Donc cette procédure est dans les annexes, elle est un petit peu longue. Ça comprenait donc la rétrocession de tous les réseaux aux opérateurs, que ce soit le SIEA, Enedis, GRDF et Orange. Pour le SIEA, ça a pris un peu plus de temps parce qu'il a fallu délibérer en commission. Donc c'est un peu plus compliqué que pour les autres. Et après, il ne restait plus qu'une analyse VRD pour la commune, la rétrocession de la voirie de la commune. Donc nous avons mandaté notre maître d'œuvre du cabinet Alexia, qui a donc fait un tour complet de tout ce lotissement pour déceler d'éventuels problèmes, malfaçons et usures, parce que c'est un lotissement qui date de 2012, donc on est quand même en 2026. Le temps a fait son œuvre. Il y a des anomalies qui ont été révélées, donc vous les avez, je ne vais pas toutes les citer parce que c'est plein de petites choses. Donc du coup, nous avons quand même procédé à la mise en place de devis par l'entreprise Eurovia sur tous ces petits défauts. Et il s'avère que ça a quand même un coût, parce que la voirie, ça a un coût de suite. Ça s'élève à peu près à 17 000 € hors taxe si nous devions faire tous les travaux pour remettre en état. Mais c'est pas, c'est pas urgent, c'est vraiment de la vétusté, il n'y a rien d'alarmant, c'est tout un tas de petites choses. Le problème, c'est que l'ASL, elle n'a malheureusement pas les moyens de prendre en charge ces travaux. Donc toutefois, pour ne pas mettre en péril cette rétrocession, la commune peut accepter en l'état, à la seule condition qu'aucune demande de travaux sur ces thématiques ne soit ultérieurement effectuée par les habitants, dans le cadre les colotis acceptent à la majorité l'ensemble des dysfonctionnements soulevés par ce diagnostic et s'engagent à n'émettre aucune réclamation à l'avenir sur le sujet, de même que pour les ultérieurs habitants dans le cadre de futures ventes qui s'engageront à informer le sujet. Donc le point surdimensionné devra donc faire lieu d'une délibération officielle de l'ASL, ce qui a été fait le week-end dernier. Ça a été donc vous avez accepté à l'unanimité. Donc je pense que tout est clair. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un peu comme une session entre privés. Finalement, c'est un peu comme quand on accepte en l'état ou qu'on achète en l'état. Voilà, donc en réalité, ce qui ne se faisait pas forcément avant, une rétrocession, c'est aussi l'analyse des charges qui reviennent à la commune. C'est-à-dire que c'est du foncier supplémentaire pour la commune, évidemment, mais c'est donc aussi des charges que la commune accepte, donc que l'impôt de tous les Cambais va prendre en charge. Et c'est déjà intéressant pour tout le monde de reprendre les choses dans le bon sens, parce que moi j'ai souvenir de lotissement qui, parce que ça n'a jamais été bien expliqué, la méthodologie de la rétrocession et ce que ça impliquait, je me souviens qu'on me disait, c'est pas que vous, puisqu'on a un autre lotissement qui attend, mais qui attend notamment la délibération du SIEA, c'était de dire, mais nous on voudrait que la commune reprenne nos espaces communs, parce que bientôt ils vont être dégradés et on n'a pas les moyens de nous en occuper. Et c'est terrible d'avoir, pour surtout le lotisseur, celui qui a divisé ses terrains et gagné de l'argent en fait, par la vente de ses terrains, qu'il ait pu faire croire que c'était un droit de la part des futurs acquéreurs, d'un moment demander à la commune de reprendre ces espaces. D'autant qu'à la rigueur, le lotissement Bacchus, c'est celui qui, en fait, ne poserait pas tant de problème parce que c'est pas un cul-de-sac. Ça reste quand même une voirie qui dessert déjà un grand quartier, donc quand même, c'est un quartier, il y a beaucoup d'habitations. Mais on a beaucoup de lotissements sur la commune qui ne sont que des cul-de-sac. Donc ils n'enrichissent pas le réseau routier de la commune. Ils n'apportent pas d'itinéraire supplémentaire, de déviation de ce flux de voitures qu'on sait de plus en plus important, puisqu'il y a de plus en plus de construction. Donc pour une commune, ça ne va pas forcément de soi, et ça n'a pas été assez dit, ça ne va pas de soi de récupérer une voirie qui en fait n'apporte rien en enrichissement du réseau, pour le global. Ça a été dit comme ça, et j'imagine même qu'au moment des constructions, enfin de ces divisions, etc., peut-être que ça a été dit comme ça avec la commune, mais la réalité c'est qu'il fallait replacer les choses dans le bon sens, et qu'en même temps la commune, elle sait que ça a été présenté aussi comme ça au lotissement. Moi j'ai quand même pu accéder à la délibération, puisqu'il y a déjà eu une délibération, je crois, au niveau de 2018, qui disait quelque chose et son contraire, c'est-à-dire nous acceptons la rétrocession à condition que, donc en clair, ça veut dire qu'on ne l'acceptait pas, parce que les conditions étaient... mais il n'y avait rien d'objectif
Il n'y a pas eu justement des professionnels qui se sont penchés, qui ont fait un vrai état des lieux, qui sont allés voir, parce qu'en plus, vous avez quand même, si je me souviens bien, et alors peut-être plus demander du côté des élus, parce que je m'adresse au public, parce que évidemment que les représentants du lotissement Bacchus qui sont contents, j'imagine qu'enfin cette affaire aboutisse. Il y a eu quand même du travail aussi de leur part. Il y a eu, je crois, des passages caméras, il y a eu quand même des choses à leur charge quand même. Voilà. Fournir tous les documents nécessaires. C'est ça. C'est ça, il y a eu des documents à fournir. C'est un peu drastique, mais ouais. Ça a son intérêt. Bah, ça sécurise tout le monde, parce qu'on peut aussi voir, et encore actuellement, des exemples de rétrocession qui n'ont pas été complètement terminés. Vous allez voir dans la prochaine affaire d'ailleurs, où finalement vous avez des lotissements qui continuent de payer, ou à qui on demande de continuer de payer l'électricité des candélabres, parce qu'en réalité la rétrocession n'a pas été effectuée correctement, et donc les gestionnaires de réseau ne savent pas que c'est plus le lotissement, l'ASL, mais bien la commune qui prend en charge. On a eu une coupure d'électricité, si vous vous souvenez bien, en début de mandat, c'était le chêne, voilà, le lotissement du chêne. Même chose, à force de relance, on leur a coupé l'électricité parce que pour Enedis, c'était au lotissement de payer, alors que ça fait bien longtemps que la rétrocession existait. On en a d'autres, des exemples. On a aussi l'exemple du terrain, donc sur ce quartier Moulin de la Roque, qui pourtant n'est plus un lotissement depuis 88, si je me souviens bien, et qui pourtant, dans les affaires, fait que il est toujours attaché à un lotissement qui n'existe plus, un ASL qui n'existe plus, et ça crée comme ça des difficultés, même sur les ventes de terrain. Donc, c'est aussi protéger tout le monde, et la commune bien sûr, donc tous nos concitoyens, mais surtout protéger les habitants de ces lotissements qui en plus sont des acquéreurs, c'est peut-être le troisième acquéreur du terrain, donc il n'y a pas tout cet historique et il se retrouve avec parfois une charge qu'il n'avait pas anticipée dans l'achat, on lui avait peut-être même caché. Donc c'est aussi finalement nos habitants des lotissements sont aussi victimes que la commune de ce manque de cadrage sur la rétrocession. Donc je suis contente qu'avec Bacchus ça ait abouti. Je pense que très rapidement, parce que le dossier était beaucoup plus simple pour les jardins de tomates, ça va se faire. On attend juste donc, la validation du SIA. En fait c'est simple, la philosophie c'est qu'un espace public, la voirie, la surface publique ne peut pas, en fait ce terrain ne peut pas devenir public si les réseaux souterrains sont encore privés, c'est-à-dire de la gestion de l'ASL. C'est pour ça qu'il faut d'abord demander à tous ces gestionnaires de réseau qu'ils acceptent et qu'ils ont bien pris en compte cette rétrocession, notamment pour qu'on arrête d'embêter nos ASL avec des factures qui ne leur sont plus dues. Voilà, donc on a clarifié ça. Même, je ne vous cache pas que même pour nous les élus, il fallait comprendre tout ce montage, cette articulation pour qu'enfin on arrive à délibérer sur ça. Au final, effectivement, quand on fait passer le maître d'œuvre et qu'on fait chiffrer les travaux éventuels, c'est-à-dire à partir de l'état de la voirie qui est constaté, on fait chiffrer. Là, oui, si on allait au bout, ce serait de dire, écoutez, pour nous restituer votre voirie, vous prenez à votre charge les réparations et comme ça, vous restituez à la commune une voirie comme neuve. La vérité, c'est qu'on sait que d'abord, le lotissement, pour lui, ça fait longtemps qu'il y a une rétrocession, qui n'est pas bien terminée, qui n'est pas bien faite, tout est mal fait et on sait très bien que ce serait très difficile aussi pour les riverains de ce lotissement de prendre en charge ces travaux, puisque c'est vraiment pas du tout ce qui est géré, les sommes sont quand même assez importantes. Ce qui veut dire que ça a été aussi fait en bonne entente avec l'ASL, de se dire très bien, on ne demandera pas, on va prendre en l'état cette infrastructure, en échange bien sûr, on attend des riverains qu'ils se souviennent que c'est parce qu'on accepte en l'état qu'il ne faudra pas venir dans quelques mois ou dans un an nous dire, dis donc, il faudrait nous refaire la voirie. En plus, je pense vraiment, pour l'avoir déjà vu, c'est quand même un très joli lotissement et la voirie, bon, peut-être pour un technicien, un maître d'œuvre, il y a de quoi faire. Je pense qu'elle est quand même... Elle a 14 ans, donc... et puis je crois que par rapport à notre parc... elle est même plutôt... Oui, par rapport aux routes communales, elle est plutôt en bon état. Mais c'est peut-être important de le marquer et on remercie aussi d'ailleurs l'ASL d'avoir très rapidement aussi délibéré parce que je crois que vous avez été vraiment avertis à la dernière minute. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette rétrocession des lotissements de Bacchus ? Pas de questions, je crois qu'on en a parlé et reparlé. Oui, parce que ça traîne depuis le début du mandat. Pas de questions, pas de remarques ? Alors la proposition qui est faite au conseil municipal est d'acter que pour respecter la procédure, la rétrocession nécessiterait normalement 20 496 € TTC de travaux de remise en état des infrastructures rétrocédées à la commune. Toutefois, l'ASL
ne disposant pas des moyens financiers pour les prendre en charge, la commune accepte tout de même la rétrocession en l'état, à la seule condition que l'ASL valide qu'aucune responsabilité sur ces dysfonctionnements ne puisse ultérieurement, dans l'immédiat en tout cas, lui être imputable et que l'ensemble des habitants s'engage à n'émettre aucune réclamation dans un avenir proche sur le sujet. De même que pour les ultérieurs habitants dans le cadre de futures ventes, en tout cas qu'ils soient informés de cette bonne entente entre la commune et le lotissement. De valider donc par la même occasion la rétrocession de l'ASL Bacchus à la commune, des voiries du lotissement et de l'ensemble des infrastructures de collecte des eaux pluviales de cette dernière, notamment le bassin de rétention des eaux pluviales, ainsi que les candélabres pour la partie du SBEG. Valider le classement de ces infrastructures dans le domaine public de la commune, car affectées à l'exercice d'un service public et disposant des aménagements de sécurité à cette fin. Enfin, d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc à l'unanimité. Merci à tous. Et l'affaire numéro 2, c'est donc finalement un écho de la première affaire, et donc c'est la validation de la prise en charge de la commune des frais d'électricité imputés à tort à l'ASL, donc des Jardins de Thomas. Voilà. Stéphane Demeux. Donc voilà, quand une rétrocession n'est pas très bien faite, voilà ce qui arrive. Donc le Jardin de Thomas il a été rétrocédé en 2018 et le fournisseur d'électricité qui alimente les candélabres n'a jamais reçu l'information de ce changement de propriétaire. Donc, il a continué à tort à demander des paiements à l'ASL jusqu'en juillet 2025. Donc à ce jour, l'ASL est sur retour d'annulation de réclamation d'un payé de 3 338 €, ce qui est quand même pas mal, qui incombe à la commune. Donc il convient donc qu'on résorbe ce préjudice subi par l'ASL en prenant en charge cette somme, parce que c'est à nous qu'elle doit être imputée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions et des remarques? Non. Donc, ce qui vous est proposé, cher conseil municipal, c'est de valider la prise en charge par la commune des 3 338,96 € d'électricité. 97 centimes, oh là là, il manque un centime. C'était précis et précise. Eh bien oui, absolument, absolument, pourquoi? On a déjà vu les 1 Mais centime. jamais, on n'est jamais assez précis. On a déjà vu les 1 centime. On a déjà vu, oui, absolument. Alors, je recommence. 3 338,97 € d'électricité imputée à tort à l'ASL des Jardins de Thomas, qui aurait dû être payée par la commune suite à la rétrocession des candélabres en 2018 et résultant d'une erreur de rattachement de propriétaire par le créditeur Enedis. Et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est encore une affaire votée, approuvée à l'unanimité. L'affaire numéro 3, c'est la validation de l'adhésion par la commune au service de préinstruction des autorisations d'urbanisme proposées par l'espace droit des sols du PETR, donc du pôle territorial, à destination des pétitionnaires cambais. Donc, comme vous le savez, depuis le 26 novembre 2025, la commune a donc entériné définitivement le PLU. C'est quand même un document qui est hautement technique, bien plus que ce que n'était évidemment la carte communale, puisqu'elle était très binaire, constructible, non constructible, point. Là arrivent énormément de nuances, de réglementations qui posent vraiment des questions, et on peut le comprendre aux pétitionnaires. Et clairement, ce n'est pas ni nos agents, ni moi-même qui pouvons très souvent apporter des réponses. On a très souvent besoin du pôle territorial et notamment de son instructrice. Donc on a travaillé ça avec le pôle territorial qui va pouvoir offrir cette pré-instruction. Donc ils vont, sur notre interpellation, pouvoir accompagner des porteurs de projets quand le projet nous paraît trop complexe. Parce que sinon on est quand même en capacité de recevoir évidemment les personnes. Et puis très souvent d'ailleurs les permis ou les demandes surtout des DP, elles sont posées sans aucune question auprès de la commune. Mais quand les personnes prennent le temps de nous poser des questions parce que ça paraît complexe, parce que évidemment ils se penchent sur le PLU et puis ils se rendent bien compte que les règles elles s'additionnent, parfois on a même l'impression qu'elles se contredisent, donc il nous faut un œil expert. Et donc grâce au pôle territorial, on va pouvoir, quand vraiment les dossiers nous paraissent très compliqués, solliciter donc des rendez-vous
pour nos porteurs de projets, pour qu'ils puissent venir avec leur projet avant même de poser le permis, parce qu'on sait qu'après, une fois que ça rentre dans la procédure classique de dépôt de permis, on ne peut plus retourner en arrière et c'est bien dommage parce que, in fine, c'est une perte de temps pour le pétitionnaire. Évidemment, c'est un service supplémentaire, cette préinstruction, donc il faudra l'utiliser avec parcimonie. Comme je vous disais, il faut vraiment que le sujet pose vraiment question et qu'il y ait un fort enjeu, parce que ce service supplémentaire va être facturé à la commune 43 € de l'heure. Alors en une heure, en général, on a vu avec, si je ne dis pas de bêtises, Monsieur Mazel, l'instructrice, elle est en capacité de recevoir plus qu'une personne, mais voilà, ils vont bloquer. Et il y a le temps de préparation, etc. Bon, en plus de ça, c'est vraiment la dernière carte à utiliser parce qu'on a toujours le CAE, donc le Conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement de la Gironde, qui font aussi exactement ce même type de conseil. Et il y a des permanences à la Traîne, à Langoiran, si je ne dis pas de bêtises. On a les informations sur notre site aussi. C'est juste qu'ils s'engagent un peu moins. À un moment, ils disent clairement aux porteurs de projet, bon là, j'irai pas plus loin et je vous invite à aller voir justement la commune, Madame le maire, etc. Et c'est là où, effectivement, quand ça devient très technique, Madame le maire aussi préfère assurer un discours et surtout un conseil qui est technique et qui ne sera pas contredit par des règles qui sont effectivement ultra techniques. Donc voilà, c'est juste que c'est nécessaire de ne pas laisser les porteurs de projets avec des interrogations et ne pas les laisser aller jusqu'au dépôt de permis alors qu'on sait que c'est peut-être pas complètement abouti. Donc c'est quand même c'était un sujet qu'on a abordé avec le PTR et ils ont accepté d'apporter cette offre supplémentaire d'accompagnement. Je ne sais pas si M. Mazel, qui a beaucoup travaillé ça d'ailleurs avec leurs équipes, est-ce que vous avez autre chose à apporter? Non, je pense que tu as bien résumé, c'est qu'il faudrait le voir à l'usage aussi. À l'usage, c'est vrai. Voilà, c'est plus un service à pour usager éviter peut-être le parcours du combattant. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est aussi pour le PETR un test, une phase test. D'ailleurs, ils attendent nos délibérations pour eux-mêmes délibérer et voir si effectivement d'autres communes seront intéressées. Il y en a parce que j'ai pu déjà discuter avec certains maires. Donc l'idée, c'est de voir si grâce à ça, on accompagne un petit peu mieux les porteurs de projets sur le territoire. Une question. Oui. Comment, du coup, les gens vont aller vers le pôle territorial? C'est nous qui décelons, c'est nous qui décidons, effectivement. Si c'est comme c'est facturé, l'idée, voilà, c'est que les gens... Mais voilà. Il n'y a pas pour rien non plus que ça... Enfin, après... Ça nous coûte... Non, mais d'ailleurs, je pense que je peux reprendre l'anecdote. Là, j'ai vu une demande qui me paraissait un peu technique. Et là, j'ai tout de suite demandé à M. Mazel, mais M. Mazel, parce que je pensais qu'on... Et lui, il m'a dit, c'est payant, on va d'abord bien comprendre la demande de la personne. Et effectivement, en prenant le temps, on a pu... Oui, il dit hop, hop, hop. Il dit hop, hop, hop. Oh là. Non, il ne dit pas hop, 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 c'est vrai. Il ne dit pas comme ça. Mais enfin, il arrive à temporiser, à dire on ne rogne pas sur notre nécessité, notre responsabilité de quand même étudier le dossier avant effectivement de solliciter. D'accord. Le porteur de projet, il ne peut pas aller directement pour le territoire. Ça, il n'y a pas de permanence. Oui, c'est nous qui prenons les rendez-vous, qui envoyons les informations. C'est pas comme avec le CAE, puisque là, le CAE, le porteur de projet peut directement contacter le CAE. Oui, parce que c'est pas sous notre, c'est pas à nos frais, donc effectivement. Le CAE est financé par, de toute façon, la taxe d'aménagement, donc ils sont pas, c'est pas des bons samaritains, c'est normal. Oui, on les paye indirectement. C'est indirectement, voilà, l'achat de votre maison, vos travaux, surtout les travaux d'ailleurs, financent justement ce type de cabinet. C'est pour ça que très souvent, ils sont de très bons conseils. J'hésite pas à envoyer les gens vers ce CAE, parce qu'en plus, par exemple, là, on a deux exemples. La maison qui a été rénovée, là, vous savez, la fameuse petite maisonnette. Clairement, en plus, c'était un projet qui était très vaste parce qu'il n'était pas que de la rénovation. Il y avait aussi un projet, on avait négocié avec ce monsieur la possibilité de garder le rez-de-chaussée en commercial. Donc, il y avait vraiment un projet global qui n'était pas que de l'urbanisme, qui en plus nécessitait de bien travailler ça parce qu'on est en zone ABF, architecte des bâtiments de France. Et là, le CAE, ils sont très compétents. Ils savent, en plus, ils ont un lien direct avec les bâtiments de France, avec les architectes du bâtiment de France. Donc il y a eu quand même et l'architecte du CAE, puisque ce sont des architectes, ce sont des architectes conseils, elle est venue ici en mairie avec ce porteur de projet, on a pu tous travailler ensemble, exprimer le souhait de la commune, exprimer les contraintes de l'ABF, et l'architecte du CAE est là pour mettre tout ça ensemble dans un projet qui tient la route. Et bien sûr en respectant l'envie et puis le budget malgré tout du porteur de projet.
Donc typiquement là c'est l'exemple, c'est quand même un projet complexe, l'exemple que le CAE est tout à fait performant sur ce genre de sujet. Voilà. Donc c'est vraiment la dernière, le dernier recours quand réellement le CAE ne peut pas aller plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'est très bien. C'est très bien ça. On a les données depuis pas longtemps. Alors, les propositions qui vous sont donc soumises au conseil municipal sont, suite à l'avènement du PLU en remplacement de la carte communale, de valider le principe de proposer un service de préinstruction aux habitants qui le solliciteraient et dont le projet serait suffisamment avancé et complexe, de valider de confier cette mission à l'espace droit des sols du pôle territorial et de valider le contenu de la convention, qui vous deviez avoir en annexe de cette note, proposée dans ce cadre par le pôle territorial, et donc d'autoriser Madame le maire à signer cette convention, ainsi qu'à procéder à l'ensemble des démarches juridiques, financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est parfait, c'est donc une affaire, encore une fois, approuvée à l'unanimité. Merci à tous. On va passer à la régularisation juridique de la mise à disposition de propriétés communales de la communauté de communes lors du transfert des compétences historiques, accueil périscolaire, gestion des infrastructures sportives et voirie d'intérêt communautaire. Alors là, la question est simplement que, si je comprends bien, la CDC s'est rendu compte que ce transfert de compétences, c'est-à-dire au moment même de la constitution de cette communauté de communes, le transfert de compétences impliquait aussi le transfert d'une certaine responsabilité du patrimoine transmis. Alors, je vais peut-être lire, j'aime pas lire, mais là, à moins que M. Mazel veuille nous expliquer juridiquement un peu ce que ça signifie, si ce n'est qu'on régularise quelque chose qui aurait dû être fait il y a 20 ans en arrière. Je vais essayer de faire simplement, c'est que tout transfert de compétences d'une collectivité territoriale à une autre s'accompagne des moyens pour exercer cette compétence, donc des moyens à la fois humains et matériels. Donc la communauté de communes est devenue compétente sur le périscolaire. Et donc de fait, il a fallu lui transmettre les infrastructures qu'il y a avec, donc c'est l'accueil périscolaire qu'on a chez nous. Le sport aussi, oui. Le sport, en effet, de même que la voirie, lorsqu'il transfère des voiries qui ont été déterminées communautaires. Donc c'est très bien, et tout ça n'a pas été acté juridiquement à cette époque. Donc aujourd'hui, voilà, le trésorier public qui travaille avec la CDC sur le sujet, un peu halluciné de la chose, nous demande de très vite le régulariser, parce que juridiquement, ça peut aussi poser des problèmes en termes de responsabilité, puisque ce transfert officiellement ou juridiquement n'a pas été vraiment acté. Donc c'est vraiment une régularisation de dernière minute d'une époque où il y avait un peu de problème. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Bien, on va pouvoir transmettre donc cette délibération à la CDC qui a demandé ça à toutes les communes, évidemment, puisque toutes les communes doivent transmettre cette délibération qui acte donc ce transfert de moyens en lien avec les compétences déjà transférées. C'est incroyable parce qu'il y a quand même des sommes qui sont versées dans un sens ou dans l'autre, alors que rien n'a été acté finalement. Et la responsabilité est aussi de la commune, hein, bien sûr, certainement. Par exemple, ça n'a pas été fait, je pense que comme on a un phénomène de copier-coller après de communes en commun, voilà, on se reprend cette situation. C'est aussi le symptôme, enfin comment dire, ça montre aussi comme le trésor public aussi est en train de remettre un petit peu l'idée dans tout ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'affaires que je vous fais passer là où on sait que c'est le trésor public qui tout à coup dit mais là il manque ça, il faudrait vous remettre à jour sur ça. Donc ça fait 2-3 ans que on est là-dedans. Voilà. Pas encore. Non mais voilà, c'est tant mieux, mais on a quand même beaucoup de régularisation, de remise à niveau juridique sur beaucoup de sujets. On peut se poser une question sur tout ce qui s'est passé. On a eu de la chance sur pas mal de choses. On a eu de la chance et les élus avant nous aussi, parce qu'il y a des responsabilités. Quand on voit, comme on peut surtout maintenant être attaqué sur beaucoup de choses au niveau juridique, il faut faire attention. Mais après, c'est aussi la difficulté de communes. Quand on est toute petite, nous on a de la chance. Maintenant, on a aussi des services qui sont en capacité aussi de produire des notes juridiques et de nous accompagner. Mais quand vous avez des toutes petites communes avec une secrétaire qui parfois n'est même pas à plein temps, enfin, je pense à des communes un peu plus loin, et on leur demande le même niveau de compétence. C'est-à-dire que le trésor public ne fait aucune différenciation, quoi. Donc,
Oui, alors ça questionne surtout sur l'équité face aux services publics dans tout le territoire. Parce que quand vous allez à la mairie, vous vous en fichez de savoir s'il y a une équipe de 5 personnes ou s'il y a une secrétaire qui est là qu'en mi-temps. Vous attendez et c'est bien normal le même service. Ben, la réalité ne peut pas être celle-là. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, moi j'ai une question, enfin j'ai une remarque. Concernant les voiries communales qui deviennent communautaires, notamment, qui étaient, oui, enfin, voilà. Il y a le chemin de Coculte, sauf que du coup, là on a que sur le chemin de Coculte, sauf que ça ne s'appelle plus comme ça. Oui, tout à fait. Il y a eu un ramassage. C'est rue de la Bourrie. Ouais, lors du transfert, il avait été acté entre guillemets comme ça. Oui, mais est-ce que Il y a du le coup, code, il y avait une nouvelle adresse je sais pas. Alors, parce que Madran à Quinsac, c'est l'autre c'est pareil. chemin Madran, je crois que ça n'existe plus non plus. Non, mais c'est ce que vous expliquez, ils ont gardé cette ancienne. Oui, mais est-ce que du coup, juridiquement, nous, dans la délibération, on est dans les boules? Mais en tout cas, on nous a demandé de délibérer sur ces termes-là. D'accord, c'est eux qui nous ont transmis les Regardez ces adressages. Bon, sinon- Comme ils ont les codes, je me dis qu'ils se servent Oui. des En double, codes. ça les codes, ouais. Ok, non, c'était juste une remarque. Ouais, 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 Toujours leur on faire avait- un petit mot en leur signalant. on avait- Ben, on pourra toujours leur signaler, par contre, il y a eu un changement d'adressage à voir s'ils veulent faire. Oui, Et on redélibérera sur les changements. non, mais le but c'est que ce soit pas C'est vrai. caduque, quoi. Ouais, et C'est vrai. comme on délibère finalement pour régulariser quelque chose qui s'est fait à une époque et qu'à cette époque On est ça d'accord. fait comme ça, je pense qu'ils sont partis de ce principe-là. Ok. Rendez-vous. Oui. Le Ça reste en prochain. terrain connu. C'est en terrain inconnu, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Eh bien, les propositions qui vous sont soumises sont donc en vue de régulariser l'absence d'acte juridique actant le transfert des propriétés communales à la communauté de communes portant entre deux maires, dans le cadre du transfert des compétences suivantes: petite enfance, construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt communautaire, voirie communautaire, d'acter la mise à disposition des propriétés communales suivantes: l'accueil périscolaire 6, parcelle cadastrée AH 283 de la commune, vous savez où est le périscolaire, le City-Stade 6, parcelle cadastrée AE 647 de la commune, d'acter la mise à disposition des voiries et leurs accotements suivants: chemin de Coculte donc de 347 mètres linéaires, millilitres, n'importe quoi, et chemin Madran, donc qui est maintenant sur Henri de France, je crois, Oui, on dirait ça. de 1937 mètres linéaires, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des formalités juridiques et financières afférentes, au premier titre desquelles la signature des procès-verbaux prévus par la réglementation. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Affaire approuvée à l'unanimité. Affaire numéro 5. C'est la mise à jour des tarifs municipaux de la commune. On a toujours des petits réajustements, rien de bien compliqué. C'était bien sûr l'adjoint aux finances qui devait les présenter, donc je l'avais mis en rapporteur, mais étant absent, il demande à Madame la première adjointe si elle peut Je vais le faire. expliquer succinctement cette histoire. Et donc je passe la parole à Vanessa Leroy. Donc juste pour résumer, en fait, la commune délibère une fois par an tout ce qui concerne les tarifs municipaux. Donc du coup, le dernier vote remonte au 10 mars 2025, donc c'est celui qui est en vigueur actuellement. Et depuis, il y a 3 tarifs qui sont à revoir. Non, il y en a 3. Parce que du coup, il y en a 3. Donc du coup, il y a dans un premier temps les tarifs cantines. Donc du coup, une chose qui a été modifiée depuis mars 2025, c'est qu'en fait depuis, la commune a mis en place un système de tarification qui est axé sur une réservation 8 jours en amont. C'est-à-dire que du coup, à part si les enfants ont un certificat médical ou un truc comme ça, le système informatique qui s'appelle Mushroom maintenant demande à ce que la cantine soit réservée 8 jours à l'avance. Pour les quantités, aussi pour que ce soit plus facile au niveau budgétaire, au niveau des stocks, pour le cantinier. Donc du coup, certains parents ne s'inscrivent pas du tout sur 8 jours à l'avance. Donc du coup, c'est un peu la surprise au dernier moment, les enfants viennent manger. Donc il a été décidé que pour ces personnes-là qui du coup ne veulent pas inscrire les enfants à l'avance,
mais le tarif serait majoré, parce que concrètement, ça pose souci au niveau des stocks, ça pose souci au niveau des quantités. Donc le tarif pour ces enfants-là, alors il y a toujours cette grille tarifaire en fonction des quotients familiaux et tout ça, mais pour les enfants résidents communaux, c'est 5 €, et pour les non communaux, ça sera 6 €. Pour les enfants qui n'auront pas réservé, enfin pour les parents du coup, qui n'auront pas réservé à l'avance. Je peux ajouter un petit... Oui. C'est surtout qu'en plus, à l'inverse, on demande aux parents, quand les enfants sont absents, de prévenir 8 jours, au moins 8 jours à l'avance. Sinon, bah oui, ça arrive, l'enfant est malade, sinon il y a un justificatif médical. Et pour ces parents-là, qui font l'effort, etc., c'est très difficile de savoir que d'autres ne prennent même pas jamais la peine finalement d'inscrire l'enfant. Donc c'est aussi quand on demande aux uns de prévenir quand l'enfant n'est pas là, ça veut dire que pour les autres c'est pareil, il faut aussi être en capacité de signaler que l'enfant est à la cantine. Je vous rassure, c'est vraiment à la marge, plus qu'à la marge. Mais c'est nécessaire, ailleurs ça existe, ailleurs c'est même... Il n'y a pas de sujet, hein. L'enfant présent, absent, le tarif c'est à l'année et c'est tout, ou votre enfant est inscrit ou pas. Je crois même, de mémoire, je crois qu'au collège c'est pareil, Ouais. vous payez, voilà, et c'est plus simple pour tout le monde. Maintenant, nous on est vraiment sur, on essaye d'être le plus à la quantité, donc à la demande des parents. On a un fournisseur qui... et puis parce qu'aussi on a une toute petite cantine avec des toutes petites réserves. Donc on ne peut pas se permettre aussi d'acheter pour tout le monde en ayant beaucoup d'absences. On sait qu'il y a des absences en ce moment, notamment, c'est le moment des épidémies, etc. Donc c'est déjà très difficile parce que c'est déjà une période complexe au niveau des absences. Mais voilà, il fallait poser un cadre. Il y avait juste ce petit souci des parents qui ne prennent même pas la peine de signaler que leur enfant ira à l'école, enfin va à l'école. Voilà. Est-ce que je l'ai bien expliqué, Monsieur Lazel? Parce que c'est surtout nos secrétaires qui s'arrachent les cheveux sur tous ces sujets. Ça nous aide à recouvrir aussi les créances, tout simplement. C'est du moment que la personne est inscrite, ça se fait automatiquement désormais grâce à ce nouveau logiciel. Et on a vraiment affaire à quelques récalcitrants et du coup on ne peut pas recouvrir les créances et ça devient Ah oui, c'est lié. C'est lié en fait. D'accord. Et écologiquement, c'est aussi un système qui permet de réduire le gaspillage le plus possible, en limitant les achats inutiles et en évitant de jeter des cantines entières à la fin des repas. Le phénomène inverse, parce que si on a des personnes de dernière minute qui arrivent, on peut manquer, donc ça peut pénaliser ceux qui sont en régularité. Donc le second tarif à revoir, donc c'est les redevances d'occupation de domaine public. Donc pour les qui sont demandées souvent par les associations, oui, souvent les associations, pour la tenue d'événements de type vide-grenier ou marché de Noël par exemple, ça peut être autre chose, hein, mais sur le domaine public. Et du coup qui, eux, encaissent également une redevance. Donc du coup, il a été mis en place un tarif, parce que jusqu'à présent aucun tarif n'existait, mais donc il est obligatoire d'avoir un tarif. Et de mémoire, je crois qu'il sera de 100 €. Oui, voilà. Ensuite, la dernière mise à jour de tarifs municipaux, c'est concernant la redevance d'occupation de la salle Belle-Vue pour les associations qui ne sont pas cambaises, mais qui œuvrent au sein de la salle Montier. Notamment tout ce qui est capoeira, la danse, le judo, tout ça. Ils peuvent avoir par exemple un spectacle de fin d'année ou à savoir, et ils ont besoin d'un peu plus de place et auraient besoin de la salle Bellevue. Et donc du coup, si jamais on regardait la grille tarifaire d'aujourd'hui, ils paieraient le prix plein pot, alors c'est quand même des associations qui œuvrent. Surtout, ils n'auraient pas la mise, ils ne pourraient pas l'avoir le week-end. Ils ne peuvent pas la louer le week-end. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a mis en place pour ces associations-là qui œuvrent à la salle Montier, au bénéfice de Cambay quand même. Donc du coup, on a mis un tarif préférentiel, on va dire que c'est la même chose que pour les assos cambaises, si je ne me trompe pas. C'est ça. On les a mis, on les a intégrés au groupe association cambaise. Exactement. Le siège social n'est pas Voilà. Voilà. Mais pour se border, pour effectivement ne pas avoir de demande d'association de tout type, on a bien signalé sur la convention que c'est association œuvrant au sein de nos salles cambaises, Montier, Colasson, et donc fournissant un service aux Cambais. Parce que sinon, vous imaginez bien comme cette salle est très demandée et que voilà, ça devient très compliqué aussi de satisfaire tout le monde. On a fait le tour. Oui. Il y avait quand même une petite, je sais pas, on l'a plus dans les propositions, une subtilité sur... En fait, je reprends la parole parce que Vanessa et sur le sujet, je ne sais pas, mais je la remercie beaucoup parce que notre adjointe étant aussi
présidente d'une association que vous connaissez bien, les Pipelettes, on a pu travailler le montage idéal juridiquement, n'est-ce pas, M. Mazel, pour la tenue d'un marché de Noël. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'espace public. On n'occupe pas un espace public comme ça. Il y a des contreparties parce que l'espace public est à tout le monde et à personne en même temps. Et que donc, normalement, une occupation du domaine public donne lieu à une redevance. Quand les associations ont envie de porter un marché de Noël, ben on n'avait pas finalement le bon montage, on n'avait pas la tarification pour ça. J'ai pu, et d'ailleurs je crois que pour certaines de ces tarifs, on aurait pu le faire juste par décision du maire, mais on a souhaité le passer en conseil municipal parce que de toute façon ça fait partie des tarifs qui resteront dans la grille de la commune et les prochaines municipalités en feront ce qu'elles veulent, mais au moins le tarif existe. Et c'était de se dire, dans le cadre d'un marché de Noël, il y a la partie professionnelle, on avait des exposants professionnels. Vanessa a fait aussi, avec les Pipelettes, elles ont fait tout un benchmark, elles sont allées voir un peu ce qui se passait ailleurs pour voir comment étaient tarifés les emplacements de marché de Noël et aussi, là ça a été les élus qui ont travaillé aussi à comment on fait pour être attractif. Parce que les marchés de Noël, il y a une forte concurrence, il y en a partout. Donc on ne peut pas non plus mettre un tarif exorbitant, il faut que ce soit un tarif qui soit à la fois correct, mais pas non plus au même niveau que d'autres lieux, enfin imaginez Bordeaux ou autre, où c'est pas la peine, les gens évidemment iraient plutôt exposés ailleurs. Donc le tarif qui a été proposé, c'est le tarif de 25 € par stand, si je ne dis pas de bêtises, pour les professionnels. Voilà. Ensuite, pour une association qui voudrait porter un vide-grenier, là l'association elle prend un linéaire, et c'est ce linéaire qui a été estimé à 100 € par jour, tout simplement parce qu'on a fait le calcul du nombre d'exposants sur le linéaire disponible et sur un tarif basique de 5 € par commerçant, sachant que, et je tiens vraiment à le signaler, nos Pipelettes cambaises, donc là on a aussi le tarif 5 € par stand pour finalement des habitants qui voudraient faire un vide-grenier, ce n'est pas des professionnels. Sachant que nos Pipelettes, elles ont aussi offert à boire à tous les stands, donc ils ont payé 5 €, ils ont eu 4 € de boisson. Autant vous dire que l'idée, c'était pas du tout d'être lucratif, mais c'était bien d'animer pendant cette belle période des fêtes de Noël. On remercie aussi le cœur de femmes qui était super, qui est venu. Le cœur de meuf. Cœur de meuf, elles étaient vraiment extraordinaires. Le Père Noël aussi, on le remercie, parce qu'il était formidable aussi. Il est venu, vraiment, et pourtant il a de quoi faire là. Voilà, donc c'était une belle journée, malgré le froid. Ouais, oui. J'ai oublié de signer l'arrêté de beau temps. Ouais, c'est un problème. Voilà, donc en tout cas ça nous a aussi permis, c'était un laboratoire pour un peu imaginer quels seraient les tarifs pour imaginons un marché qui se pérenniserait avec d'autres associations qui souhaiteraient porter l'événement, parce que l'idée c'était effectivement que toute association qui a envie d'aider à contribuer à ce genre d'animation puisse, et qu'on ait ici les outils, puisque vous le voyez, hein, on est en train de remettre à jour même des outils vieux de 20 ans, donc là quand on commence maintenant on essaye de laisser rien à revoir ou à créer sur les événements déjà posés. Voilà, je ne sais pas si la phrase est très claire, mais vous l'aurez compris. Hop, hop, hop. Là, presque. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cette affaire numéro 5 ? Non ? Tout vous va ? Bien, les propositions soumises au conseil municipal sont de mettre à jour la délibération donc numéro 2025-251 du 10 mars 2025 sur les tarifications municipales en vue de l'enrichir de 3 nouveaux tarifs. Concernant la cantine scolaire, donc ce nouveau tarif non inscrit, donc pour enfants non inscrits, de 5 € pour les résidents cambais et de 6 € pour les non-résidents cambais. Un tarif d'occupation de la salle Bellevue pour les associations non cambaises, mais qui exercent une activité associative au sein d'une des salles communales, assurant de fait une activité d'intérêt général au profit des cambais. Concernant la redevance d'occupation du domaine public pour les ventes au déballage, depuis un stand fixe de type étalage, donc les tarifs suivants. 1. Le tarif pour les opérateurs économiques professionnels, tout statut, qui sera donc de 25 € par stand, dans la limite de 12 heures maximum par journée. Pour les associations organisatrices d'un vide-grenier, donc le montant forfaitaire est donc de 100 € par jour, toujours dans la limite de 12 heures maximum par journée. Et enfin, pour les particuliers exposant dans un vide-grenier organisé par la commune,
on est resté sur ce tarif donc, de 5 €. Si un jour la commune voulait organiser un vide-grenier, ce qui n'est pas évident, mais nous resterons donc sur ce fameux tarif des 5 € par stand qui pourront toujours être revus par toute municipalité souhaitant se poser la question du tarif. Voilà, ça mérite d'exister, exactement. Vanessa Laurent. Bien. Tout à fait. J'ai un support. Bref. Bien, je vous soumets donc ces propositions au vote. Qui s'abstient? On n'a pas fini, je vous dis. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Sophie respire toute rouge. À l'unanimité, merci à tous. C'est approuvé. Ah, ben là c'est moi. Très bien. L'affaire numéro 6. Ah, c'est toujours la même chose. Hein. On revoit toujours et encore ce tableau des effectifs. Donc les effectifs de la commune. Ce tableau, on le revoit pour un seul et unique nouveau poste. Et je pense que surtout, même si c'est intéressant, la ligne est donc une ligne pour un poste non complet de 6,35e, donc 6 heures. C'est bien 6 heures par semaine. 6 heures par semaine. Oui, je me suis déjà posé. Exactement. Et ce qui est intéressant surtout, et même je pense que Sonia, notre déléguée aux affaires scolaires, peut aussi, si elle le souhaite, en parler. Ce qui est intéressant, c'est que ce poste a été créé pour améliorer un petit peu l'accompagnement, en tout cas l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne. On s'est posé plusieurs questions, on a testé aussi, je vois avec nos associations, notamment celle de Brémontier, si elles pouvaient, pourquoi pas, offrir une offre de loisirs, enfin proposer des activités de loisirs pendant la pause méridienne. Bon, déjà, d'une, c'est très complexe parce que la pause méridienne, c'est 1h30, 1h45, divisé en deux. Donc ce sont des petits groupes de 45 minutes, donc ça veut dire le temps de s'installer, etc. Proposer une activité qui en réalité ne dure que 30 minutes, c'est pas évident. Donc du judo en 30 minutes, ça peut être un petit peu voilà, petit. Après manger, c'est et après manger. Et puis on va pas se mentir, surtout le sujet, il est toujours le même, c'est que ça avait un coût. Ça avait un coût finalement assez lourd pour une pause méridienne. Vous savez, la preuve, on vient de délibérer sur les tarifs de la pause méridienne. La cantine, c'est toujours quelque chose qui se suit au fur et à mesure. On n'en parle pas, mais encore aujourd'hui, on regarde un petit peu l'inflation sur la matière première, etc. On l'a subi aussi. Donc, on fait attention à ça, parce que derrière, il y a aussi une tarification aux familles. Et de l'autre côté, on sait aussi qu'il y a un confort qu'on doit apporter aux enfants. En discutant avec notre comité de communes, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des emplois très intéressants, notamment des animateurs périscolaires qui sont professionnels en plus, qui savent travailler avec les enfants. Certains, je me souviens que c'était Vanessa qui nous parlait de ce qui se passait à 15 sacs à un moment, certains offrent justement ce type d'activité, donc des temps un peu plus calmes, où les enfants qui n'ont pas envie aussi d'être dans ce bruit tout le temps collectif, peuvent travailler sur différentes activités, plus ou moins manuelles, artistiques, lecture, enfin voilà. Et donc on s'est dit qu'en plus ce serait intéressant de travailler avec la CDC parce que très souvent ces emplois sont quand même des emplois précaires, il ne faut pas se leurrer, ces emplois avec des emplois du temps très compliqués, ils ont le matin, la journée ils n'ont rien et puis tout à coup le soir. Et donc ça pouvait aussi apporter finalement à certains contrats un peu plus d'heures aussi par jour. Et il se trouve qu'on nous a envoyé plusieurs CV, 2, 3, je ne me souviens plus, 2. Et que cette jeune fille, donc on a reçu bien sûr les deux personnes, cette jeune fille était vraiment tout à fait dans ce qu'on espérait, ce qu'on attendait. Elle a commencé dès début janvier, elle a eu une semaine d'observation, voilà, voir un peu les enfants, on lui a dit de prendre son temps, mais de travailler à des ateliers qu'elle pourrait offrir aux enfants. En parallèle, M. Mazel a travaillé avec la CDC pour la mise à disposition de cette salle périscolaire, la fameuse salle dont on parlait tout à l'heure, qui n'est utilisée que le soir et le matin, mais qui, comme toutes les salles quand même payées par le contribuable, mériterait d'être quand même utilisée le plus possible, parce que des bâtiments vacants, c'est quand même un sujet un peu dommage. Et donc c'est aussi, ça a été accepté, donc il y a une mise à disposition de la CDC. La jeune fille est venue nous voir, je ne sais plus, c'était la semaine dernière, fin de semaine, pour proposer un petit peu plusieurs activités. Elle nous a donné une liste de petites fournitures à acheter pour pouvoir offrir donc, dans cette salle du périscolaire une petite activité qui va non seulement permettre aux enfants qui ont besoin de plutôt un temps calme que de découvrir dans la cour de récréation ce temps-là,
Mais aussi, ça va permettre aussi à nos 2 agents qui sont déjà en charge des enfants dans la cour de récréation d'avoir un effectif moindre et de donc travailler aussi des activités plus qualitatives avec des groupes d'enfants un peu plus petits. Voilà. Donc après, j'ai plus de retour, donc c'est en place. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, parce que tu as des retours des enfants. Des enfants, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, Monsieur Noël, par rapport à ce tableau? Rien de particulier? Rien de plus, hein. On a déjà dit beaucoup pour un 6/35e, mais c'est pas rien. Voilà, c'est des petites choses comme ça et on essaye, parce qu'on sait en plus, alors là, à l'école, il y a beaucoup de sujets hein, sur les enfants, sur la violence, sur le harcèlement, et on essaye aussi sur notre partie méridienne de se saisir de ces sujets-là et d'accompagner au mieux le confort des enfants. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Les propositions qui sont donc soumises au conseil municipal sont d'annuler et remplacer par la présente délibération la délibération numéro 2025-271 du 20 octobre 2025, actant la dernière mise à jour du tableau des effectifs de la commune, d'acter par la présente délibération la mise à jour des postes précédemment présentés dans la note de synthèse d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Pour Christophe. Ah, très bien. Ok. Pour Monsieur Trottin. Qui est contre? Et qui est pour? C'est donc une délibération approuvée à la majorité. Affaire numéro 7. Ah, ben voilà. Affaire numéro 7, c'est donc l'autorisation de dépôt d'une autorisation de défrichement dans le cadre de la vente d'une parcelle privée. Stéphane Deneux. On est encore dans les lotissements. Oui, c'est vrai. Voilà. Il en est président depuis 1979. 79. C'est vrai? Ouais. Non, il a été créé en Il a été 79. créé en 79, mais depuis 86 ou 88. Donc, alors, pour rappel, nous avions voté au conseil municipal, on avait délibéré pour approuver le principe de vente de cette parcelle communale qui appartient au domaine privé de la commune. Donc, cette parcelle, elle fait 930 mètres carrés, donc 330 mètres carrés constructibles, et elle est complètement en friche. Oui, c'est tout à fait ça, j'allais le dire. Et donc, les voisins, ils demandent à juste titre un peu qu'elle soit un peu entretenue, ce qui n'a jamais été fait. Et de toute façon, dans le cadre de la vente, le notaire demande à la commune de déposer une autorisation de défrichement pour la partie des 330 mètres carrés constructibles. En effet, malgré la superficie qui est négligeable, concernée la parcelle étant attenante à un massif forestier important, la loi nous impose cette formalité. Donc les services de la DDPM en charge du dossier indiquent qu'il s'agit vraiment d'une simple formalité pour cette dent creuse, mais juridiquement il est important qu'une délibération soit faite par le conseil municipal. Voilà. C'est juste une demande, et d'ailleurs tu me disais qu'il fallait préciser qu'effectivement, ça n'est pas à la charge de la commune, ce travail de défrichement. C'est juste une procédure réglementaire dans le cadre de la vente. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non? Donc, Simone, une question. Du coup, ça, il faut ça pour que la vente aboutisse. L'autorisation de la DDTM. D'accord. Oui, parce que c'est une parcelle qui est complètement boisée. Oui, ça je sais, mais c'est parce que c'est considéré comme faisant partie du massif forestier attenant. D'accord. Bon, ceci dit, on a pris beaucoup d'avance puisque vous étiez en contact avec la personne de la DDTM qui a déjà commencé à instruire le dossier, mais il lui manque juste cette délibération. Et je pense pas qu'il y ait de grandes surprises sur le dossier. C'est quelque chose de principe en fait, hein. C'est qu'on a une fois juste après 5000 mètres carrés, c'est ça qui impose ça, alors que dans un lotissement, voilà, c'est pas. Oui. Les voies de la DDTM sont impénétrables. Décidément. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce sujet? On passe donc aux propositions soumises au conseil municipal. Ça se relâche, hein, ça dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée section AE 547, 6 lotissement Moulin de la Roque d'une superficie de 930 mètres carrés à 79 000 € net vendeur, autorisé Madame la maire à m'autoriser donc
a déposé une demande d'autorisation de défrichement auprès des services de la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, pour la partie constructible de la parcelle, et donc d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. En l'occurrence, là, ce sera surtout une démarche juridique, la demande d'autorisation de défrichage. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? C'est une affaire, eh bien, une affaire approuvée à l'unanimité. Merci à tous. Ah, ben voilà, ça c'était encore Max. Est-ce que là aussi tu prends la suite? Si tu veux. Alors, l'affaire numéro 8, ça te rappellera l'histoire. C'est mieux, hein. L'affaire numéro 8, c'était l'autorisation jusqu'à l'adoption du budget primitif 2026 de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses des sections fonctionnement et investissement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Donc, on va proposer à Madame la première adjointe, Vanessa Leroy, de reprendre une casquette d'adjoint en finance. Non, mais pour faire simple, en fait, étant donné que le budget primitif sera voté mars ou avril, Peut-être avant. peut-être avant, mais enfin voilà, en tout cas, il n'est pas voté tout de suite. La commune a encore besoin de fonctionner, à payer des factures. Donc du coup, on nous demande en fait de mettre une somme, je crois, si je ne me trompe pas, Guillaume peut me confirmer que c'est jusqu'à 30% maximum, non Alors, en fonctionnement, on va c'est jusqu'à la moitié. la moitié. Et dans l'investissement, on est. Je crois que c'est 25 ou 30%, mais c'est 25%, voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, pour que la commune continue à fonctionner jusqu'au vote du budget primitif, on se doit de mettre en place, je cherche le nom, c'était... C'est un terme, ça. Pour mettre en place, pardon. Comment ça s'appelle ce truc-là? Normalement, on appelle ça, il y a un terme qu'on utilise en jargon t'as parlé financier. Ouais. Non, Il y a des cours, hein. c'est prise de cours. Comment ça s'appelle? C'est pas les... C'est des autorisations. Oui. Préalable. Non, Une il y a un réserve. terme. Une réserve. Oui, mais enfin, je me retrouverai le mot, c'est pas grave. Donc voilà. voilà. Non, c'est pas ça. Donc du coup, en 2025, le budget primitif communal autorisé jusqu'à 663 200 € de dépenses d'investissement, dont 592 200 d'opérations réelles et 66 000 € de capital de dette, et autorisé également jusqu'à 1 829 781 € de dépenses de fonctionnement. Mais à ce jour, environ 1 206 238 sont réalisés. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est de mettre au budget, en réserve, on va dire, jusqu'au vote du budget primitif 2026, 165 800 en dépenses d'investissement et 99 800, c'est ça? C'est les dépenses réelles d'investissement. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Oui, c'est simple. Et je pense qu'en réalité, chaque année, on avait effectivement ce droit à faire fonctionner la commune jusqu'à là. On le faisait chaque année. Là, c'est vrai que c'est le public qui nous rappelle les règles. Il faut faire une délibération pour le faire. C'est ça. C'est pas sûr qu'on ait fait des délibérations. En fonctionnement, ça ne pose jamais de souci, au sens où c'est du tout venant. C'est en investissement où c'est logique, tant que politiquement, l'organe délibérant, c'est pas autoriser certains projets, c'est normal qu'on ne puisse pas se lancer dessus. Toutefois, il y a quand même des opérations d'investissement qui suivent le budget précédent. Et donc on est autorisé à le faire à hauteur d'un quart sur les dépenses vraiment d'opérations réelles qui ont été faites l'an dernier. C'est pour ça qu'on retire le capital de la dette. Donc c'est pour ça qu'on arrive donc, si on applique ce montant, on passe de 165 000 à 99 800. Voilà. Jusqu'au vote du budget. Est-ce que ce qui se passe au niveau national, est-ce que ça va un peu nous bousculer ou pas là, Par rapport au vote du budget, à la date du vote du budget, Oui. non, ce qui est sûr, c'est qu'en période électorale municipale, on a un délai qui est prolongé, parce qu'on concède aussi que forcément on a plus de temps à le voter. Donc là, logiquement, ça n'aura pas d'impact sur les dates. Ouais. Sur les montants, par contre, évidemment, ça va. Oui, avec tout ce qui se passe sur la loi de finances, ou alors on n'est pas, si on est quand même assuré de ce qu'on entendait là sur les dotations, la DGF, tout ça, ça bouge pas trop la dotation. Là, c'est pareil, ce sujet aujourd'hui, vu que justement le 49.3 a été posé, il y a un projet de loi de finances qui est posé. Est-ce que maintenant, si le gouvernement reste en place, c'est bon, il est validé, s'il ne reste pas en place, ça reste. Voilà. Donc sur la DGF, on entendrait que pour l'instant, elle serait juste gelée.
Donc voilà, c'est un peu hypothétique de parler aujourd'hui de ces sujets-là. Mais tout l'intérêt, on a besoin d'avancer aussi, donc ce type de délibération nous sert à ça. Bien. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Bien. Donc, les propositions qui vous sont soumises sont d'autoriser jusqu'à l'adoption du budget primitif 2026 de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider, de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente, de la section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, soit 99 800 €. Donc de liquider, mandater les dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre et qui est pour? Parfait. C'est donc approuvé à l'unanimité. Merci à tous. Alors voilà un gros chapitre dont on a déjà parlé tous ensemble, bien sûr. Et donc on part chaque année en fait, parce que c'est toujours la course aux subventions, c'est quand même terrible ces deadlines qui nous arrivent en début d'année, alors qu'évidemment en début d'année, rares sont les communes, surtout les petites communes, à avoir déjà des projets prêts, ficelés pour pouvoir prétendre à des aides différentes, enfin variées un peu partout. Sauf qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait et que grâce aussi à nos agents qui sont toujours en veille, on sait qu'on peut dès maintenant délibérer sur une demande de subvention, sur un projet qui pour autant n'est pas encore tout à fait ni abouti, ni peut-être qu'il ne le sera pas. On a quelques exemples. Je repensais aujourd'hui à, vous savez, l'espace devant là où on avait même conventionné avec le département. Bon, c'est pas sorti, mais il n'empêche qu'on avait fait une demande de subvention. Ça permet en tout cas de ne pas perdre un an, parce que les demandes de subvention, si on ne les fait pas à date, c'est-à-dire là on a une deadline, pour l'Europe on a jusqu'à 31 janvier, et pour le reste, les aides d'État, on a jusqu'au 15 février. Bon, c'est très très juste. Et maintenant, on a compris, on essaye à peu près d'estimer les travaux. Des fois, on fait travailler nos maîtres d'œuvre sur une estimation de travaux globales pour que ce soit quand même au plus près de la réalité. Et on essaye de poser un mémoire qui est plus ou moins développé. Et on va toquer à tous les organismes financeurs, j'allais dire, en tout cas tous nos partenaires financeurs, en se disant qu'on est arrivé à la deadline avant la deadline. Ça permet quoi? Ça permet que très souvent, ils reviennent vers nous en nous demandant de compléter le dossier, mais c'est quelques mois après. Les mois qui passent permettent aussi au conseil municipal, à l'équipe en place, de décider de continuer ou pas certains projets, d'aller plus avant aussi sur les projets qui ont été décidés. Donc on gagne du temps et on perd surtout pas un an. Alors on n'oublie pas évidemment qu'il y a des élections municipales, on l'a dit, on en a tout à fait conscience, mais on sait une chose, et c'est écrit sur la note de synthèse, c'est que si les projets sont par la suite validés par la prochaine équipe municipale qui sera élue en mars 2026, puis votés donc lors de l'arrêt du budget prévisionnel, du budget primitif 2026, eh bien cette équipe, elle pourra bénéficier de ces financements. En tout cas, c'est déjà du travail de fait. Mais si elle n'a pas envie, et c'est bien son droit, puisque nous aussi on avait hérité notamment d'une convention d'aménagement qui ne nous convenait pas, et bien c'est pas grave parce que ces subventions, elles n'engagent pas la commune sur la réalisation des travaux. Donc l'équipe qui sera en place, elle pourra ne pas poursuivre les travaux, et elle n'aura aucun compte à rendre à ces établissements, enfin aux subventionneurs, que ce soit l'État ou l'Europe. Elle perdra un an évidemment parce qu'il faudra partir sur d'autres projets, et par contre ne pas oublier de très vite se dépêcher, de ne pas louper la deadline. Sincèrement, je pense que plus on regarde de près, et plus je me dis que c'est une façon aussi d'écrémer les postulants à ce genre d'aide. Il faut être vraiment très bon, hein. C'est un ETP, on l'a dit, et j'en parle souvent avec mes collègues maires, il faut quasiment quelqu'un qui est là en veille toute l'année, et en plus qui produit notamment pour le FEDER. Je ne vous cache pas qu'on attend toujours le FEDER pour la salle Brémontier. Donc l'Europe a financé la salle Brémontier, on a signé une convention après moult demandes de justificatifs, et on attend toujours d'encaisser l'aide de l'Europe. Voilà, mais c'est pas grave, on s'y accroche parce que c'est toujours de l'argent de gagner pour la commune, et c'est aussi du pouvoir de pouvoir continuer à imaginer des projets parce qu'on a récupéré de l'argent sur les projets réalisés. Voilà pourquoi on s'est très vite positionné sur le FEDER, donc qui est un fonds européen
Alors, ce fonds européen, c'est une enveloppe qui va durer jusqu'à fin 2027. Cette enveloppe, je crois que c'est une enveloppe de 5 millions d'euros, mais c'est la région qui porte cette enveloppe. 5 millions d'euros, on a combien déjà de personnes de communes qui postulent, je crois, enfin de communes et aussi de grosses collectivités. Je crois qu'il y a déjà 20 dossiers. 20 dossiers déposés, il y avait en tout cas 100 personnes à la réunion d'information, donc 100 personnes supplémentaires. Donc ça fait vraiment, voilà, et pas beaucoup. des grosses collectivités, on était la seule sur le de cette strate-là. Alors on s'est fait aider, on le remercie vraiment beaucoup de notre chargé d'affaires CDC. La CDC nous a accompagnés sur la partie un peu ingénierie. C'est quand même bien. La communauté de communes nous a beaucoup accompagnés parce que c'est un vrai montage de dossier. En plus, ce garçon a des contacts à la région. On a pu aussi avoir quelques indicateurs positifs. C'est qu'ils ont quand même aussi favorisé, je ne sais pas comment ils ont nommé ça, mais vous savez, ils ont fait des sous-enveloppes aussi par catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont aussi décidé qu'il y aurait pour petites communes, pour grandes collectivités, etc. Et que, en plus, les petites communes, elles sont toutes parties sur la végétalisation des cours d'école, mais que donc ils vont avoir envie de faire autre chose que de la végétalisation des cours d'école. Donc nous, on a travaillé notamment donc, avec la CDC sur un projet plus global qui est tout ce qu'on a commencé en fait. Il y a un giratoire, mais il y a aussi tous les aménagements autour de l'église, et puis aussi ce qui va se passer sur le petit port. Grâce notamment à la CDC, on a compris qu'il fallait montrer qu'on était très mature sur ce projet et qu'on avait aussi une vision très globale. Donc on a brodé sur quelque chose un peu plus global sur la commune et sur bien sûr notre préoccupation, ce qui est vrai, sur les îlots de chaleur urbains. Voilà, il fallait broder autour de ça. Donc on s'est dit on va aller un peu chercher un peu partout des financeurs. On a aussi le fonds vert. Alors, a priori, justement, aux dernières nouvelles, le fonds vert est bien maintenu, donc l'État financerait des projets qui cocheraient la case transition écologique. Voilà. Donc les items, si vous voulez, c'est le renforcement de la performance environnementale dans les territoires, leur adaptation au changement climatique, l'amélioration du cadre de vie. C'est à chaque fois la même chose, on a un projet, puis après on essaye de le rédiger pour coller à ce qui est attendu de nos financeurs. Évidemment, il ne faut pas quand même complètement tronquer le projet, il faut quand même qu'il soit réellement et sincèrement dans ces critères-là. Il se trouve qu'on a en tout cas des projets qui peuvent coller. La DETR, c'est pareil, c'est donc la dotation de développement, non, la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. On peut encore y prétendre, même si on est plus du périurbain que du rural. Mais grâce à ça, on peut aussi aller chercher des aides financières, pareil avec la DSIL, la DSIL, dotation... de soutien à l'investissement local. Merci. Qui, elle, soutient la mise aux normes et la sécurité des équipements publics, ainsi que le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité. Enfin, on a l'agence de l'eau, qui pour l'instant ne nous a pas du tout financé. Je pense qu'on les a déjà sollicités. Alors, on a emporté une partie du fonds vert aussi sur le parking. D'accord, sur le parking, ils ont. un montage un peu complexe. C'est vrai que franchement, pour expliquer aux gens ces montages-là, en tout cas l'agence de l'eau, elle propose des aides financières pour les projets de gestion intégrée des eaux pluviales et de renaturation des villes et villages. Les travaux éligibles doivent s'inscrire dans une stratégie d'urbanisation locale cohérente avec la gestion durable et intégrée des eaux pluviales et la renaturation de l'espace urbain. Cette stratégie privilégie l'infiltration des eaux de pluie et intègre le principe de limitation de l'imperméabilisation des sols, voire de leur désartificialisation, je pense. Oui. Voilà. Donc après, il y a tout un calcul de surface éligible, etc. Et c'est là où il faut être très très bon pour bien comprendre ce qui est attendu de chacun de nos projets, pour tout simplement dire, venez voir ce qu'on va pouvoir vous proposer et on peut être éligible à ce que vous proposez. Voilà en clair les subventions, en tout cas les finances qu'on va solliciter. Encore une fois, ça n'engage personne, mais ce serait dommage de perdre un an, qui que ce soit après nous. Là, on va parler rapidement des projets. On a donc, je vous en parlais, le projet numéro 1 qui est ce réaménagement donc durable et de sécurisation de l'espace public de la place Sadi Carnot.
couplé au petit port parce qu'on ne sait pas en fait qui va subventionner quoi. Donc il vaut mieux mettre aussi un périmètre global. Le projet numéro 2, eh bien, on a identifié que le sol de la salle Bellevue avait de gros problèmes, notamment d'infiltration. Il y a des endroits où réellement il y a des effondrements sous le parquet. Donc pareil, on a vu que la DETR pouvait être sollicitée. Là encore, il y a une somme qui, c'est vrai, peut paraître importante, mais il vaut mieux qui peut le plus que le moins. Donc on est allé faire chiffrer ça pour vraiment une réflexion globale. Je crois même que vous aviez un peu listé tout ce qu'on avait demandé. C'était quoi? L'arrachage, la dalle, le ragrillage, plus un revêtement carrelé, et que donc on a estimé ça, donc c'est une estimation vraiment au global et très large, de 47 000 €. Encore une fois, si c'est moins, alors là, la subvention réduira d'autant, parce que c'est toujours sur un pourcentage de travaux réalisés. Mais il vaut mieux, par contre, à l'inverse, si c'est peu, là, on ne pourra pas aller chercher plus. C'est un pourcentage. C'est ça, c'est un pourcentage sur la dépense. Sur la dépense. Merci, Vanessa. Vous voyez que c'est utile. Et enfin, le souffleur, c'est toujours important, et pas côté théâtre. Et enfin, le projet numéro 3, alors là, c'est un projet qui, de toute façon, incombe à la commune et qui doit être fait, puisque c'est cette mise aux normes en termes d'accessibilité des bâtiments publics. C'est un travail de longue date, la préfecture ne nous lâche pas sur ça. On peut voir que la mairie a été faite normalement pour être justement accessible. On a un ascenseur, tout comme à l'école d'ailleurs, et elle a été mise complètement à niveau pour nous, en tout cas, on a l'impression qu'elle était complètement accessible, elle était en accessibilité. Mais non, il y a toujours des petites choses. Bon, là, sur la mairie, c'est peut-être des petits travaux qui peuvent être faits. Sincèrement, on n'imagine pas tout ce qu'on nous demande en réalité sur l'accessibilité, et c'est sûrement normal. Donc en tout cas, on a besoin de faire pas mal de petits travaux à la mairie, sur la salle Bellevue, sur l'espace maltraiteur, où, on le sait, cette année, on doit mettre une balustrade. Pour ceux qui ont déjà vu le bâtiment, on voit bien qu'il y a quand même une très grande marche, plus qu'une marche, là, devant du trésor public. Donc là, on doit faire une rambarde qui va nous coûter, je ne sais plus combien, mais plus de 15 000 €, parce que c'est fait sur mesure, ces rambardes-là, en métal. Et donc, clairement, ça peut être éligible à la DESIL. Donc on ne va pas se priver de demander cette aide auprès de l'État. On va donc commencer à délibérer sur chacune des affaires. L'affaire numéro 9, c'est donc la sollicitation de 4 subventions pour un éventuel projet de réaménagement durable et de sécurisation de l'espace public Sadi Carnot et de la place du Petit Port. Et donc, les demandes qui vont être faites seront faites auprès du FEDER, de l'Agence de l'eau, du Fonds vert, de la DETR et de la DESIL. Est-ce que vous avez des questions sur ces projets? C'est des bouteilles à la mer, mais on aurait tort de ne pas les... Il faut les lancer toujours. Moi, c'est toujours des bouteilles à la mer. Oui. Parce que ça sous-entend, il y aura des réponses dans tous les cas. Oui, bien sûr. Oui. C'est plutôt positif. Merci. Avec plaisir. Une bouteille à la mer, ça peut avoir 50 ans, ça peut avoir été construit par nous. Non, ça, je pense qu'on le saura assez rapidement. On saura rapidement s'il y a une réponse positive ou pas. Oui. C'est pas le cas. Exactement. Pas de questions, pas de remarques? Ce qui vous est donc proposé, c'est dans l'optique où le projet d'investissement, réaménagement et sécurisation de l'espace public Sadi Carnot et de la place du Petit Port serait validé au budget primitif 2026, de valider l'opportunité de solliciter les subventions suivantes: Fonds FEDER, îlot de chaleur, le Fonds gestion intégrée des eaux pluviales et renaturation des villes et villages de l'Agence de l'eau, le Fonds vert, la DETR et la DESIL, de solliciter le montant de subvention maximum pour chacune dans la limite de 20% d'autofinancement. Oui, parce que la règle sur n'importe quel projet, c'est que la commune ne peut pas avoir 100% de financement par l'État et autres. Il faut toujours qu'il y ait 20% de financement de la part de la commune. Donc 80% en général, c'est très très rare d'arriver à 80% de financement de subventionnement. D'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques, financières
afférentes. Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui est contre? Et qui est pour? Merci à tous, c'est donc à l'unanimité. L'affaire numéro 10, même chose, c'est donc l'autorisation de déposer une demande de subvention DETR dans le cadre du financement de la réhabilitation du sol de la salle Bellevue. Là, on va pouvoir aller chercher la DETR, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Non. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est vrai que tout est lié. Merci Stéphane. Dans l'optique où le projet d'investissement réhabilitation du sol de la salle Bellevue serait validé au budget committee 2026, de valider l'opportunité de solliciter la DETR, de solliciter le montant maximum de subvention et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Merci, c'est donc une délibération approuvée à l'unanimité. Enfin, l'affaire numéro 11, qui est l'autorisation de déposer une demande de subvention des îles dans le cadre du financement des travaux de mise en accessibilité des ERP de la commune. Donc, comme je vous le disais, est-ce que vous avez des remarques pour cette demande de des îles? Ça, le projet, si, moi, Oui. peut être fait rapidement, du coup, dans des... Il y a certains projets qui peuvent être mis en place. Oui, ça oui, parce que Ouais, c'est et là, on a déjà le devis, on a Oui. déjà tout. Là, on Ça a été attend quoi, entamé. du coup, un accord Non, on va quand même. Est-ce qu'il faut attendre pour démarrer les travaux pour l'histoire de la rambarde? Oui, tout à fait. Si on Voilà. Ah, il faut d'accord. Donc, ça, Ou alors, Au moins une on peut validation. demander une dérogation. Une attestation comme quoi les travaux n'ont pas commencé quand tu fais une demande de subvention. D'accord, ok. Très bien. Là, on demandera peut-être une dérogation, en effet, pour aller assez vite, puisque là, tout est dans les clous. Ouais, Et donc, justement, ce serait de l'investissement, donc on rejoint la délibération dont on parle et on ne peut pas le faire si on n'avait pas délibéré pour autoriser. C'est de l'investissement, donc ça reste légitime. Après, la DESIL, si j'ai bien compris ce que tu me disais la dernière fois, elle est source de propositions énormes et de conseils. Et il y a il y a des petites choses qui peuvent être mises en place rapidement qui ne rentreraient pas dans la subvention. Non? Par exemple, le marquage des marches. Ah oui, là tu parles de la mise au. C'est la mise en conformité. Ouais, c'est Oui, ça. oui, oui, je pense même qu'il y a des choses qu'on va faire nous-mêmes. Oui, voilà, en c'est interne. ça, sans que ce soit Oui, d'accord. C'est des pas- gros travaux. Voilà, c'est ça. Là, ça va être surtout pour la rambarde. Hein, C'est pour la oui, voilà, le la reste. reste de la rambarde. Chose qu'on peut faire en interne. Oui, tout à fait. Et du coup, Oui. dans la rambarde, c'était le style, ce sera la même chose que chez de l'escalier? Est-ce que vous Non. avez- Non, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est adapté. Oui, et puis peut-être plus simple parce qu'on n'aura pas forcément trouvé les mêmes artisans. Donc, C'est ce que je me demandais. malgré une mise en concurrence rude, oui, je suppose, je sais pas, je pense qu'on oui, notre responsable technique Oui, a on mis en reste concurrence. sur quelque chose de plus basique parce que le coût était quand même assez fort. Ouais. Et l'impératif esthétique l'était moins par rapport Oui, oui, à la BM. complètement. Donc on reste sur le même style, le même Par Sachant rapport à la que- BFF, on est quand même plus près pour le truc. Comme c'est des Ouais. équipements de Ah, c'est sécurité. marrant. Ouais, c'est une équipe de Mais par contre, sécurité. après, oui, il y a le côté sécurité. C'est la chambre escalier, elle était existante, donc on a été obligé de refaire vraiment telle qu'elle était en existant dans l'esprit. Enfin, non, elle était moche. Ah, elle était moche. Vraiment, elle était très moche. On a embêté. On y a gagné en qualité. Ouais, ouais, On vraiment. devait respecter en tout cas la manière dont elle était faite. Là, c'est ex Oui. nihilo, donc forcément, on a proposé quelque chose de simple. Ça reste En même linéaire, ça s'équivaut, non? Non, Ah, non. oh là là. Non, non. C'était énorme sur la rambarde. Putain, Et après, il y a une partie qui était prise en charge par Mais les même. propriétaires. Même, tu vois toute la. Bien sûr, la Là, Ah, c'est c'est vrai qu'il y a bien. la naissance. il y a Ouais, la- toute la toute la descente. descente, ouais. C'est même là où c'était. D'accord. Non, mais par contre, je pense qu'il y aura un travail paysager parce que les services techniques imaginaient par contre faire glisser après faire grimper des plantes, voilà, faire un peu de fond dans quelque chose un peu plus paysager. Je suis d'accord. Oui, C'est un peu bétonné déjà. c'est ça. Donc, on va dire ça. Voilà. Donc, d'autres questions? C'est bon. C'est parti. Très bien. Et donc les propositions soumises au conseil municipal, dans l'optique où le projet d'investissement mis en accessibilité des ERP communaux serait validé au budget primitif 2026, de valider l'opportunité de solliciter donc la DESIL, solliciter le montant maximal de subvention et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Qui est pour aller chercher un peu d'argent? Bien sûr, tout le monde, merci. C'est donc approuvé à l'unanimité. Il est, c'est fou, 19h52. Nous pouvons donc clore la séance. Merci à tous.